Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une petite absence sur YouTube pour vous faire un bilan de mes lectures du mois de juillet. On y va, c'est parti. En vrai, je suis très contente de nouveau filmer cette petite vidéo aujourd'hui. J'ai été absente un bout de temps pour tout un tas de raisons, des raisons personnelles déjà. Ça n'a pas été très simple ces dernières semaines. Mais j'ai repris du poil de la bête, pardon, je me sens mieux. Et j'avais pas envie en fait de véhiculer ça sur YouTube, j'avais pas envie de voilà d'avoir ce mood un peu dégueu et de partager ces ondes négatives sur les réseaux. Donc voilà, je reviens aujourd'hui. Et petite nouveauté, j'ai changé de téléphone parce que c'est une des raisons pour laquelle je ne filmais plus. J'avais des soucis avec mon ancien téléphone, j'avais une partie qui était un petit peu floue et ça m'embêtait beaucoup, je trouvais ça pas terrible. Pour faire mes photos sur Instagram, à chaque fois j'empruntais le téléphone de mon mari, c'était un peu compliqué et j'ai enfin changé de téléphone. Normalement je repars sur des bonnes bases sereines. Derrière moi ici, il y a toutes mes lectures du mois de juillet dont je vais vous parler maintenant. Je vais changer à partir du mois d'août ma façon de poster sur Instagram. Je vous publierai fin juillet, donc il est déjà en ligne là puisqu'on est au mois d'août au moment où vous voyez cette vidéo. Mon bilan des lectures du mois de juillet et toutes les chroniques de ces lectures là seront sur le mois d'août. Avant je chroniquais un peu quand j'avais le temps, un livre, etc. Je postais un bilan avec des chroniques qui étaient sorties, des chroniques qui n'étaient pas sorties. J'attendais pour poster mon bilan. Enfin bref, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de poster mon bilan à la fin du mois et ensuite, le mois qui suit, de vous publier les chroniques. À partir de fin août, reviendront les vlogs sur ma chaîne. Là voilà, je me laisse encore un petit peu le temps, je vais être en vacances donc je vais pas avoir forcément le temps et l'opportunité surtout de faire mes montages. Donc voilà, là ce sera une petite vidéo pour reprendre en douceur, pour vous parler de mes lectures de juillet et les vlogs classiques reviendront fin août et j'ai trop hâte en fait de reprendre les vlogs parce que ça m'a beaucoup manqué. Bref, après cette introduction qui a duré 1000 ans, je prends mon petit carnet de lecture qui vient de la boutique d'Estelle, petite lectrice, et je vais donc vous parler dans l'ordre de ce que j'ai lu de mes lectures du mois de juillet. Je l'ai dit 750 fois, au cas où t'as pas compris, je vais te parler de mes lectures du mois de juillet. J'ai donc lu sur le mois de juillet 12 romans et un roman graphique et je vais vous en parler dans l'ordre. La première chose que j'ai lue au mois de juillet, il s'agit de La Nuit des Temps de Christian Demeter. C'est d'après le roman de René Barjavel. C'est donc un roman graphique avec une couverture absolument magnifique comme on peut le constater sur l'image, qui m'a été envoyé par les éditions Phileas. Il m'a été envoyé il y a un petit bout de temps déjà, j'ai mis du temps à le sortir de ma palle. Ce roman-là, il parle en fait d'une expédition scientifique. On va attendre que le tracteur ait fini de passer. Ce roman-là, il parle d'une expédition scientifique qui a lieu dans l'Antarctique et en fait, en faisant des fouilles, ils vont retrouver 2 corps qui ont été cryogénisés. Je sais jamais le dire, c'est marqué quelque part. Cryogénisé, voilà, c'est ça. Et en fait, il s'avère que c'est une civilisation, c'est 2 êtres d'une civilisation, mais pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 3 siècles, de 900 000 ans. Ils vont donc réveiller ce couple parce qu'en fait, c'est un homme et une femme qui ont été cryogénisés. Je vais arrêter de le dire. Et ils décident en premier de réveiller la femme et l'un des scientifiques va un petit peu tomber amoureux en fait de cette femme, essayer d'entrer en communication avec elle et voilà, ils ont beaucoup de choses à leur dire, beaucoup de choses à leur apprendre. C'est un roman fantastique, science-fiction plutôt je dirais, et j'ai vraiment passé un excellent moment à la lecture de ce roman graphique. J'ai trouvé les images absolument sublimes. Et Léa, le personnage principal qu'on voit ici, je l'ai trouvé absolument sublime, captivante, hyper intrigante. Et Léa, dans ce roman-là, me donne une leçon sur l'amour, le vrai, l'unique. Et je passe un excellent moment. J'ai trouvé les images de ce graphique absolument incroyable, sombre et en même temps lumineux. Je sais pas trop comment vous dire. Je les ai trouvés sublimes. Vraiment, je referme ce roman graphique avec l'envie de découvrir l'œuvre originale. Il me semble que c'est une belle brique l'œuvre originale, mais voilà, la science-fiction c'est pas mon domaine de prédilection, j'aime en lire de temps en temps, mais je crois que si dans les semaines à venir je dois m'acheter un roman de science-fiction, je prendrai celui-ci parce que vraiment
Vraiment, il m'a intriguée, j'ai trouvé l'histoire sublime. Bref, j'ai beaucoup aimé La Nuit des Temps. Ensuite, dans le cadre des lectrices Charleston, j'ai lu ce roman pour la rentrée littéraire qui sortira donc le 24 août aux éditions Charleston, Pour que chantent les montagnes de... Je vais pas me risquer la prononciation du nom de l'autrice. Je vais pas vous en dire trop, je vous garde ça au chaud pour quand il sortira. La seule chose que je peux vous dire, c'est que en début 2021, j'avais lu Pachinko de Min Jin Lee. Et j'avais trouvé cette saga familiale absolument incroyable, très riche, avec la sensation en le refermant de me dire que j'aurais du mal à trouver un livre qui m'apportera autant sur la richesse d'un pays, sur la richesse d'une famille, sur la richesse des liens familiaux. Et j'ai tout retrouvé dans Pour que chantent les montagnes. J'ai un très gros coup de cœur pour ce roman, j'ai un très gros coup de cœur pour le Vietnam, cette guerre. J'avais jamais lu de livre qui parle de la guerre du Vietnam. Et à tort, très certainement, puisque vraiment, bah voilà, je lis un peuple déchiré, je lis une guerre cruelle comme toutes les guerres, je lis une guerre sans limite. Et je lis du courage, beaucoup de courage chez ces gens qui ont vécu l'horreur. Il m'a beaucoup touchée ce roman, beaucoup marqué. Si vous avez envie de tenter un roman de la rentrée littéraire, je ne peux que vous conseiller de lire celui-ci, Pour que chantent les montagnes. Ensuite, je suis jury pour le prix du Festival sans nom qui aura lieu donc au mois d'octobre. Et donc pour ça, j'ai reçu 8 romans. J'en ai reçu 7 puisqu'il y en a un que j'avais déjà. Et donc voilà, sur les mois de juillet et août, je me suis réparti les lectures. Et donc, il y a un roman que j'ai déjà lu qui est Dans les brumes de Kaplan d'Olivier Norek. Je ne reviendrai pas sur ce roman, ni sur cet auteur. Je pense que vous avez compris. Et voilà, donc du coup, il m'en reste 7 à découvrir. Et en premier, j'ai décidé de lire Lucia de Bernard Minier. Lucia de Bernard Minier, c'est un roman qui se passe en Espagne. Et en fait, on va avoir un petit peu 2 enquêtes parallèles, comme souvent dans les thrillers qui se rejoignent à un moment ou à un autre. D'un côté, on va avoir une troupe, une bande d'étudiants qui en fait est en train de mettre au point une machine révolutionnaire, une machine qui arriverait à croiser les données sur des années et des années et qui permettrait en fait de faire des liens entre des meurtres auxquels on n'avait pas du tout fait de lien auparavant. Et en fait, ils vont un petit peu déterrer des enquêtes avec une espèce de tueur en série, mais qui sévit sur plusieurs années, et dont un petit peu la signature, la marque de fabrique, ça va être de mettre en scène ces victimes comme des tableaux de la Renaissance, il me semble. Et à côté de ça, on va... Oh, le tracteur, putain, vivre à la campagne, c'est génial. Ça passe pas vite, un tracteur. Peut-être qu'il faudrait que je ferme ma fenêtre. Elle est blonde, faut lui expliquer longtemps. Et à côté de ça, on a Lucia, je ne sais pas trop comment le prononcer exactement, qui est donc une enquêtrice dans la police et dont on va retrouver le coéquipier cruellement assassiné d'une manière vraiment sordide. En fait, il a été tué et collé à la glu à une croix de Jésus. Et donc Lucia va se lancer en fait sur les traces de ce tueur à la colle. Très rapidement, les enquêtes vont se lier, ça se fait quasiment dès le début. Et Lucia va se mettre en fait à enquêter avec cet homme, ce professeur, le professeur des élèves qui ont mis au point cette nouvelle machine scientifique incroyable. Et voilà, l'enquête démarre, etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Donc c'est un livre qui est paru chez IXO cette année. La plume de Bernard Minier, je la retrouve avec plaisir, j'en ai pas lu 50 de lui, j'ai juste lu La Chasse, que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, le gros problème de ce roman, que j'ai rencontré avec ce roman, c'est que dès les premières pages, en fait, je sais qui est le tueur. Je sais à peu près ce qui va se passer. Et je suis embêtée en fait parce que bah, du coup je continue le thriller en me disant c'est pas possible, c'est trop évident, il me mène en bateau Bernard Minier, il va m'emmener sur une autre piste, enfin il me mène sur cette piste pour que je vois pas arriver le feu d'artifice final. Et ben non, en fait dès le début je sais qui a tué, je sais en fait le pourquoi du comment, enfin pas le pourquoi du comment, mais je sais déjà beaucoup de choses et ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce qu'en même temps, bah, c'est quand même un super thriller qui est hyper haletant, qui est hyper bien rythmé. Mais en fait, quand je lis un thriller, j'attends à la fin de me dire « Waouh, j'ai rien vu arriver, je me suis fait complètement berner, j'ai adoré ».
Là, ça n'a pas été le cas et du coup, bah, c'est pas une déception parce qu'il est bien écrit et parce qu'on peut pas reprocher des choses à Bernard Minet sur sa plume, etc., sur sa cadence, le fait que ça se passe en Espagne, je trouve ça super. Les meurtres avec ses tableaux, ses détails, parce qu'il y a beaucoup de détails hyper bien pensés. Mais je sais dès le début qui est le tueur. Et c'est vraiment dommage. Ensuite, sur ma liseuse, j'ai lu Les Héritières de Love and Off, le tome 2 qui s'appelle Le Secret de Mathilda. Je vais vous remontrer le tome 1. C'est des belles briques hein, à chaque fois. Donc ça, c'était le tome 1, Le Choix d'Agneta. Et donc là, j'ai dû lire dans le cadre des lectrices Charleston le tome 2, Le Secret de Mathilda. Je ne vais pas vous résumer ce tome 2 parce que bah, ça va spoiler un petit peu le tome 1. Voilà, on est à la suite de ce tome-là. On retrouve un personnage que je ne pensais pas qu'on retrouverait en fait, qui part un petit peu dans le tome 1 et on le retrouve dans le tome 2, qui est Mathilda, qui est un personnage presque secondaire dans le tome 1 et qui devient le personnage central. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, moi j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'attendais beaucoup du deuxième tome. Voilà, j'aime ces femmes un petit peu en avance sur leur temps à cette époque-là, qui décident d'être des femmes fortes, etc. On est sur une ambiance à la Downton Abbey avec des domestiques, avec des secrets de famille, avec des choses qu'on ne dit pas, qui abîment, qui foutent tout en l'air, etc. Voilà, moi, Les Héritières de Love and Off, je valide. On me demande parfois la comparaison avec La Villa aux Étoffes. La Villa aux Étoffes, j'ai lu que le tome 1 et j'ai encore pas réussi à me caser le tome 2 et je me souviens si peu en fait maintenant du tome 1 que je pense même le relire pour pouvoir enchaîner cette saga en bonne et due forme parce que je crois qu'il y a déjà 5 tomes de La Villa aux Étoffes. Et voilà, là il me semble que ça sera une trilogie, que c'est le tome 1, le 2 sortira donc en septembre il me semble. Et le tome 3, je ne sais pas. Je sais déjà qui sera le personnage du tome 3 et j'ai déjà hâte d'avance de retourner à Love and Off. Ensuite, pour le Festival sans nom, ma troisième lecture a été Nos âmes au diable qui est paru donc chez Fleuve Noir et qui est un roman qui est écrit à 4 mains par un couple. Donc on a Jérôme Camus et Nathalie Hugues. Ce roman-là, en fait, il parle d'une jeune fille de 10 ans, Sixtine, qui se fait enlever pendant leurs vacances sur l'île d'Oléron. Le père part en vacances un petit peu avant, la mère a encore du travail et le père il est un petit peu volage on va dire et que au lieu de surveiller sa fille correctement il met un énième coup de canif dans le contrat de mariage comme c'est écrit sur la 4e et pendant ce temps là Sixtine se fait enlever. Normalement c'est pas le type de roman vers lequel je me tourne, tout ce qui parle enlèvement d'enfants, séquestration d'enfants, j'y vais pas parce que mon cœur de maman et un petit peu trop sensible, et puis bah là, écoutez, j'avais pas le choix entre guillemets puisque c'était pour le prix du festival sans nom. Et ce roman il est très très fort, très très puissant. J'ai plusieurs choses à dire dessus. La première, c'est que je suis bluffée par l'écriture à 4 mains parce que ça ne se ressent pas du tout. J'ai un petit peu discuté, j'en ai un petit peu discuté avec Déborah, qui est la présidente du jury, et j'en ai un petit peu discuté avec les auteurs. Et en fait, je sais que par exemple pour le duo Manchette-Niemiec qui a écrit America ou Alabama 1963, ils écrivent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble à côté du PC, ils écrivent. Chacun dit une phrase, etc. Là, non. Là, je sais qu'ils écrivent chacun à leur tour un chapitre, que parfois même, bah, quand madame a écrit un chapitre, monsieur, il est pas trop content de l'orientation que madame, elle a pris, mais tant pis, ils y vont, ils avancent comme ça. Et je trouve ça bluffant parce qu'en fait, on ne sait pas qui a écrit quel chapitre. Et je trouve ça bluffant parce que vraiment, l'écriture à 4 mains ne se ressent pas. Pour ce qui est du thriller en lui-même, il est diabolique, terrifiant. En fait, on a une alternance de points de vue. On va avoir les points de vue de la maman de Sixtine, voilà, qui se dit que son mari n'est qu'une grosse merde, qui se dit qu'elle-même est une grosse merde puisqu'elle a priorisé son travail alors que sa fille avait besoin d'elle à ce moment-là et qu'à cause de ça, sa fille s'est fait enlever. Et on a les points de vue de Sixtine qui, elle, est enfermée parce que très rapidement, c'est marqué sur la 4e, je spoil rien, on va accuser un multirécidiviste d'avoir commis le crime, mais on sait très bien, nous, puisqu'on assiste à la vie de Sixtine, que c'est pas le multirécidiviste hein, qui a frappé, mais bien quelqu'un d'autre.
je commence ce roman, je fais parfois des pauses parce qu'il est très difficile, il est très cru, très trash. J'ai des malaises par moments en train de le lire parce que vraiment il est très violent. Après c'est pas violent illisible, c'est violent où moi et mon cœur de maman on a été malmenés quoi. Et puis en fait plus j'avance dans le livre et plus je me dis ça y est, le pire est passé. Mais non, le pire ne passe jamais. Il faut terminer le roman et là tu peux dire ça y est, le pire est passé puisque tu l'as terminé. Mais vraiment une très très belle découverte, Nos âmes au diable, une écriture vraiment très pointilleuse, trash mais sans être trash et glauque, parce que c'est glauque, mais sans être, c'est pas un glauque mauvais ou un trash, ouais bah c'est bon on n'abuse pas quoi. C'est vraiment percutant, on va dire. Une très belle surprise pour moi. Nos âmes au diable aux éditions Fleuve Noir. Vraiment, vraiment absensible, s'abstenir. Moi, je l'ai lu très très vite. Je l'ai lu en un tout petit peu plus de 24 heures, il me semble. Parce que j'avais envie de retrouver Sixtine aussi. J'avais envie qu'elle sorte de cet enfer. Parce que le mot enfer n'est pas assez puissant encore pour dire ce qu'elle va vivre. Mais ouais, âme sensible, s'abstenir. Ensuite, j'ai lu, dans le cadre des lectrices Charleston, il y a beaucoup de ça hein, ce mois-ci, c'est lectrices Charleston et Festival sans nom. J'ai lu La Malentendue de Yolène Destremo, qui est donc le prix de l'héroïne engagée 2022, qui paraîtra chez Charleston, il me semble en septembre ou en octobre, je n'ai plus la date exacte en tête, j'essaierai de vous la remettre en bas. Louise, du conte L'ivresse de lire des livres, en avait parlé puisqu'elle était jury pour ce prix justement, et il me semble que c'était son coup de cœur celui-ci. Alors il est très très court, il fait même pas 200 pages. Et La Malentendue, en fait, c'est l'histoire d'une femme, tout au début du roman, qui... je spoil rien du tout, hein, tout est marqué sur la 4e, qui rencontre un homme où tout de suite c'est l'amour, très fort, très puissant, l'amour, il n'y a plus que lui qui compte, etc. Et nous on voit que petit à petit, lui, il va l'isoler de ses proches, qui va l'isoler de ses parents, etc. C'est une femme qui tombe rapidement enceinte, etc. Et en fait, on assiste à la descente aux enfers d'une femme avocate, brillante, qui a tout pour elle, une carrière brillante et qui va pourtant être victime des violences conjugales parce qu'en fait les violences conjugales sont partout, tout le temps, il n'y a pas de catégorie de personnes, il n'y a pas de... c'est partout. C'est partout et c'est tout le temps. Je vais vous en parler un petit peu, je vous en parlerai plus au moment de sa sortie, mais c'est un livre nécessaire, important, c'est une urgence ce genre de livre, parce qu'il y a des victimes de violences conjugales tous les jours, que c'est un roman qui est écrit à la première personne et qui est du coup très intimiste. Je suis terrifiée en fait en lisant ces 200 pages et de l'enfer que cette femme vit, puisque je sais qu'en fait c'est le reflet de centaines, de milliers de femmes en France au quotidien, et c'est glaçant. Ouais, on est sur un pervers narcissique lui, et c'est très très déstabilisant. J'ai beaucoup aimé La Malentendue, je vous conseille fortement de vous procurer ce livre lorsqu'il sortira. Ça se lit très vite et c'est nécessaire. J'ai pleuré, j'ai été en colère, j'ai eu peur, j'ai eu envie de l'aider, En fait, vous êtes impuissant. Vous lisez ce roman comme si c'était une amie qui vous raconte sa terrible histoire, et vous êtes impuissant, et ouais, j'ai un coup de cœur pour La Malentendue aux éditions Charleston, et qui est donc le prix de l'héroïne engagée 2022, et je pense que c'est amplement mérité. Celui-ci, c'est un livre que j'ai écouté sur Audible, et j'ai donc écouté Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta, qui est donc la suite de Je revenais des autres, que j'ai lu un petit peu plus tôt dans l'année, dont il me semble que je vous ai parlé sur la chaîne. Melissa d'Acosta, c'est une autrice que j'aime beaucoup, puisque je trouve que c'est une autrice qui sait parler de l'être humain, qui sait parler des sentiments, qui sait amener ses histoires tranquillement. On est sur un rythme un petit peu plus tranquille, et qui pose ses histoires, qui pose ses problèmes, etc. J'avais beaucoup aimé Je revenais des autres. Les suites, c'est souvent un double tranchant, ça passe ou ça casse. Là, je dirais ni que ça passe, ni que ça casse. Le problème quand
je vais vous dire exactement la même chose que pour Je revenais des autres, c'est que quand on écrit un livre tel que Tout le bleu du ciel ou que Les lendemains, on est attendu sur des trucs très forts. Et là, alors il se passe des trucs hein, très forts, ça parle aussi de violence conjugale, ça parle aussi d'amitié, ça parle aussi de confiance, ça parle de beaucoup de thèmes importants que Melissa d'Acosta aborde avec justesse, mais parfois Ambre, le personnage principal, m'énerve. Je vais pas je vais pas vous parler de la quatrième parce que ça peut également spoiler un petit peu le premier tome, mais en gros c'est une bande d'amis dans le premier tome qui se perd de vue et qui se retrouve dans le deuxième tome puisque un des amis disparaît, pas sans laisser de traces, mais en disant je vais revenir, vous inquiétez pas. Un des membres d'un couple. Et du coup ils se retrouvent tous au même endroit d'il y a des années alors que chacun a un petit peu construit sa vie et ça va redéterrer les secrets du passé, les douleurs fantômes, etc. Voilà, j'ai pas de coup de cœur du tout pour les douleurs fantômes, c'est une suite, je pense que le tome 1 se serait suffi à lui-même, j'étais ravie de retrouver les personnages, mais il y a trop d'évidence peut-être et ça m'embête en fait d'en dire... En fait, ça serait pas Melissa d'Acosta, je serais peut-être plus positive. Mais parce qu'en fait, je m'attends tellement à un truc incroyable de Melissa d'Acosta que là, c'est un très bon roman. Mais du coup, bah, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il me manque des émotions un petit peu plus puissantes. Il me manque peut-être un rythme un peu plus haletant quand même. Et puis ouais, peut-être trop d'évidence, je sais pas. Pas de déception, mais pas de coup de cœur non plus pour Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Ensuite, j'ai lu, comme 99,9% de Bookstagram, Blackwater. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, je ne l'ai pas chroniqué sur mon compte, j'ai pas tout chroniqué mes joints, en fait tout ce qui n'était pas Service Presse, j'ai passé à la trappe les chroniques. Je me suis concentrée sur mes chroniques de Service Presse. Et donc, c'est au mois de juin, je crois, que j'ai lu Blackwater, le tome 1. Et donc là, j'ai lu Blackwater, le tome 2. On en entend tellement parler sur les réseaux sociaux. Quand j'arrive en librairie, c'est marqué en gros coup de cœur, etc. Voilà, je me dis, ça en parle en librairie, ça en parle sur les réseaux. Il faut que je me fasse ma propre avis sur cette saga, qui est donc en 6 tomes. En gros, c'est l'histoire d'une rivière qui va déborder et qui va complètement submerger la ville de Perdido, en Alabama, il me semble. Oui, au sud de l'Alabama, et qui va mettre en péril notamment, qui va faire de nombreux dégâts et qui va mettre en péril une des riches familles de l'endroit, qui est la famille Casquet, qui est dirigée par une main de maître, par la matriarche et par son fils Oscar. Et de cette crue va mystérieusement apparaître une femme qui s'appelle Eleanor et qui est une femme très mystérieuse. Et on comprend rapidement que son but à Eleanor, c'est de s'immiscer dans cette famille Casquet et de s'y faire une place. Mais attention, la matriarche veille au grain. Je comprends rapidement l'engouement parce que voilà, c'est une écriture un peu piquante, une écriture, un humour un petit peu grinçant. C'est des secrets de famille c'est des secrets de famille et puis c'est des... Je n'arrive pas à vous... Je vais pas y arriver, je crois, à vous en parler de celui-ci. Après bon, je pense que tellement de gens l'ont fait si bien avant moi que ça sera pas très grave. Ouais, j'aime la plume, ça a été écrit il y a des années, c'est grinçant, c'est piquant, c'est un humour particulier, c'est une matriarche qui se croit tout permis, et c'est Eleanor, cette femme très mystérieuse. Il y a une pointe de fantastique hein, dans ce roman-là. J'en suis qu'au tome 2 et je me demande vraiment où on va aller. Quand je finis le tome 1, je me dis que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce truc. Il y a un truc que je comprends pas, enfin, que je ressens et que j'aime beaucoup. Et quand je lis à la fin de Blackwater, le tome 1, que Michael McDowell est en fait personne d'autre que les scénaristes de Beetlejuice et d'un de mes films préférés qui est L'étrange Noël de Monsieur Jack, je comprends cette ambiance, cette atmosphère sombre, cette atmosphère piquante, cette atmosphère oppressante par moments, mais qui est si lumineuse à la fois. Voilà, c'est hyper difficile déjà de parler d'un tome 2 puisque je vais vous spoiler le tome 1 une fois de plus. J'ai eu beaucoup de trucs comme ça du coup.
Et ouais, bah Blackwater, moi j'adhère. Je suis en aubaine à cause de Florence du compte Flow & Books, donc je me procurerai le tome 3 au mois de septembre, mais j'ai vraiment hâte de retrouver cette famille. Et j'ai l'impression qu'en fait la saga elle va monter crescendo. Le tome 2 je l'ai trouvé encore plus addictif que le premier tome. Bon, ça se lit très vite, ça fait 250 pages environ. Je dis Elénor depuis tout à l'heure mais c'est Elinor. Pour moi c'est un sans faute, voilà. L'ambiance, l'écriture, les secrets de famille. Ouais, je suis à fond. Ensuite, j'ai lu Les Chroniques de Bond Street, écrit par la célèbre MC Beaton aux éditions Albin Michel. Je reçois le catalogue Albin Michel. Et je vois MC Beaton et je ne lis même pas la 4e, je le commande en me disant je vais donner une seconde chance à cette autrice. Moi j'ai lu Agatha Raisin le tome 1, j'ai pas été spécialement emballée, voilà. J'ai lu d'autres Cozy Mystery, je trouve que Agatha Raisin, c'était un des premiers, donc je comprends le succès, mais quand j'en lis d'autres, je préfère les autres. Donc je suis pas retournée vers Agatha Raisin, mais je me suis dit tiens, je vais me procurer un nouveau Cozy Mystery d'MC Beaton et je vais lui laisser une seconde chance. Sauf qu'en fait, bah c'est pas un Cozy Mystery, ça m'apprendra à pas lire le 4e. Et en fait, ici, on part plutôt sur un style romance. En fait, c'est l'histoire d'une femme, une septuagénaire, il me semble, qui s'appelle Lady Fortescue, et qui a une grande demeure, la demeure de Bond Street, mais qui en fait n'a plus d'argent, qui est complètement ruinée, mais elle y tient à sa demeure, elle veut pas s'en séparer, elle veut pas non plus se séparer de ses domestiques, qu'elle ne paye plus depuis belle lurette, mais voilà, ils vivent un petit peu... Ils s'en sortent un petit peu comme ils peuvent jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme qui va lui proposer de s'associer avec elle et de faire de cette belle demeure un hôtel aux parents pauvres. Et du coup, ils vont rencontrer à chaque fois d'autres personnages qui vont venir se greffer à ce duo pour devenir un trio, etc. Et voilà, on va rencontrer des personnages atypiques, des personnages... Ils sont tous pareils en fait, ils ont un proche très très riche, mais eux, ils sont dans la galère totale, etc. Et on est sur une ambiance début du 19e siècle, pardon, on est sur une ambiance à la Jane Austen, avec des robes, des balles, etc., la bienséance. Et on est sur un humour très moderne, avec... ouais, c'est des personnages attachants, il va leur arriver tout un tas de choses et ils vont essayer à chaque fois de s'en sortir. Alors ils vont peut-être un peu chaparder, ils vont peut-être un peu tromper leur monde, ils vont user de ruses à tire-larigot dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, l'intrigue dans le premier tome, donc ça réunit 2 tomes. L'intrigue dans le premier tome, c'est donc cette petite bande qui va se mettre en place et créer cet hôtel aux parents pauvres. Sauf que le neveu de cette fameuse Lady Fortescue qui ne voit pas d'un très bon œil que sa tante s'abaisse à devenir gérante d'un hôtel en fait, et qui va débarquer, mais qui va peut-être bien tomber sous le charme d'une des personnes avec qui sa tante s'est associée. C'est une bonne lecture d'été, c'est pas le livre du siècle, mais c'est une bonne lecture, c'est marrant, c'est drôle, c'est une romance. Tu vois les choses arriver à des kilomètres, mais c'est pas grave en fait, parce que ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et la plume d'MC Beaton, je reproche pas sa plume dans Agatha Raisin, je la retrouve ici avec plaisir, et moi je me procurerai le tome 2 avec envie. Ensuite, dans le cadre du prix du Festival sans nom, j'ai lu La Faussaire de Patricia Delahaye. Alors, La Faussaire, c'est l'histoire de Paul, un homme qui est médecin, qui est installé dans son petit cabinet médical de campagne, qui œuvre depuis des années, qui est un médecin dévoué, qui va rendre visite à ses patients, le bon médecin de campagne, entre guillemets, j'ai envie de dire. Voilà, qui a une vie classique, une femme, des enfants, un enfant, une fille, bien sous tour. Non, il a 2 enfants, il a un garçon et une fille. Ah bah tiens, j'ai un doute, je ne sais plus. Bref. Et sauf qu'un jour, il va croiser une femme qui va le subjuguer. Une femme qui a des allures de Marilyn Monroe. Et il va tomber immédiatement sous le charme, jusqu'au jour où cette femme, en fait, arrive au cabinet et va lui dire qu'elle a un peu mal ici, qu'elle a un peu mal là. Il va la guérir et il va être miraculeux, etc. On sait dès le début que Paul, il va commettre l'irréparable et qu'il va tuer le mari de cette femme. Et voilà, le roman, c'est de savoir comment un homme bien
sous tout rapport, va tuer le mari de sa maîtresse. Alors c'est tiré d'un fait divers réel, je l'ai trouvé très bien écrit, on est sur vraiment la psychologie parce que la faussaire, je spoil rien non plus, c'est donc une femme qui va le manipuler. Et voilà, je trouve que c'est hyper intelligent la manière dont c'est écrit, c'est très psychologique en fait sur comment cet homme, bien sous tout rapport, va commettre l'irréparable, comment, enfin rien ne prédestinait cet homme à faire un jour ce genre d'acte alors qu'il avait une vie bien rangée, bien carrée, et comment on peut en arriver là, comment elle arrive à le manipuler, comment elle arrive, parce qu'il va croire en elle longtemps, vraiment très longtemps, et je l'ai trouvé bien écrit. Par rapport au prix du Festival Sans Nom, c'est pas lui que je vais élire gagnant, parce qu'il me manque ce côté suspense, il me manque ce côté oppressant, angoissant. Tu sais dès le début ce qui va se passer. Et là, ouais, tu assistes en fait plutôt à une descente aux enfers. C'est plus c'est plus le côté psychologique qui est creusé, qui est très bien creusé, très bien écrit. Mais ouais, il n'y a pas de coup de cœur pour moi. Je suis pas très cliente des faits divers non plus. Donc voilà, mais c'est une très bonne lecture, c'est paru aux éditions Belfond, La Faussaire de Patricia Delahaye. J'ai lu beaucoup de thrillers ce mois-ci, j'en ai fait des cauchemars dernièrement. Je pense qu'après le Festival Sans Nom, là, septembre, je vais faire une pause. Ensuite, j'ai lu un autre thriller qui n'a rien à voir avec le Festival Sans Nom cette fois-ci, qui est Chez les autres de Kelly Hawkins. J'étais un petit peu en retard dans mes services presse de chez Hauteville et j'ai mis du temps à le sortir de ma palle celui-là, et j'ai bien fait de le sortir de ma palle puisqu'il se passe au mois de juillet et je l'ai lu en même temps. Un peu comme Nos âmes au diable, ça se passe à peu près au même moment quand le roman commence. Chez les autres, c'est l'histoire d'une femme, Kate, qui, on comprend dès le début, qui a vécu un drame, qui a perdu son fils il y a une dizaine d'années et qui, depuis, fait des drôles de choses. C'est-à-dire qu'elle va visiter des demeures, des grandes demeures riches pour voir un petit peu si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Comment ça se passe en fait chez les gens qui n'ont pas vécu de drame. Jusqu'au jour où elle va visiter la demeure des Harding, qui est donc en vente. Et là, elle va tomber sur une photo de famille avec la femme, très belle, magnétique, l'homme également très beau et l'enfant. L'enfant qui lui rappelle cruellement son fils qu'elle a perdu. Et cette demeure, elle va devenir une obsession pour Kate. Cette famille va devenir une obsession. Voilà, on est sur un thriller domestique. Quand je lis la 4e, moi je m'attends à, je sais pas, qu'elle enlève le gosse, qu'elle essaye de l'attirer vers elle, etc. Et en fait, c'est pas ça. Là, on est plutôt sur un livre où elle voit cette famille, elle voit qu'il y a des petits problèmes dans cette famille et elle va tout faire en fait pour que cette famille n'explose pas. Et pour ça, elle va dépasser les bornes, elle va les harceler, elle va les épier, elle va faire beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas. Kate, elle a sombré dans l'alcool depuis le drame. Et voilà, en fait, on est spectateur d'une femme qui a complètement perdu pied, qui a complètement... qui a perdu les pédales et qui se noie dans l'alcool et qui en même temps essaye de s'accrocher à ce qu'elle peut. Et elle va s'accrocher à cette famille qui a bien des secrets aussi. Et j'ai un coup de cœur pour ce roman. Pourtant, je ne lis que des chroniques qui ne sont pas spécialement positives à son sujet parce que je pense que la 4e, elle est trompeuse. Et pourtant, moi, vraiment, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur parce que Kate, elle me touche dès le début, parce que c'est une femme qui est complètement écorchée vive. Elle a perdu son fils. Et dès le début, j'ai envie de savoir, en fait, quel drame exactement s'est joué dans sa vie. Un drame effroyable. Et plus j'avance dans le roman et plus je m'attache à Kate et plus j'ai envie qu'elle aille mieux, j'ai envie qu'elle s'en sorte, j'ai envie qu'elle lâche cette famille parce que ça va la détruire. Et j'ai surtout envie qu'elle fasse attention à elle parce que les monstres rôdent partout. C'est un thriller qui est lent, qui a un tempo plutôt lent, mais qui est extrêmement bien écrit, moi je l'ai trouvé très prenant et voilà, c'est le personnage de Kate et de ce drame qui s'est joué dans sa vie et ces passages, parce que voilà, on a des retours, en fait on a le présent où elle va visiter ses maisons, etc. et on a des flashbacks dans le passé qui petit à petit amènent au jour du drame et quand elle parle de son fils dans le passé, t'as les boyaux qui se tordent en fait parce que tu sais qu'elle va le perdre son fils et il m'a fait pleurer, il m'a complètement remué. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette façon d'écrire, cette atmosphère qui est posée
tranquillement, qui est parfois oppressante parce que bah Kate elle va quand même visiter des maisons, alors cependant elle y va pas sans avoir l'autorisation, hein. C'est voilà, quand les maisons sont mises en vente en Australie, il y a un panneau, il y a des jours où tout le monde visite la maison, etc. Et ouais, elle a des petits tocs qui sont malaisants, elle fait des choses qui sont malaisantes et pourtant toi tu lui pardonnes tout de suite parce que tu sais ce qui s'est joué dans sa vie. Et ouais, je peux pas vous en dire plus. C'est un thriller, hein. Il y a des scènes très particulières, il y a une fin très... J'ai beaucoup aimé la fin. Ouais, je vais pas vous en dire plus parce qu'un thriller, dès que t'en dis un peu trop, tu spoil. Mais vraiment, j'ai un coup de cœur pour Chez les autres de Kelly Hawkins qui est donc paru aux éditions Hauteville. Ensuite, j'ai lu Carolina Reaper de Morgane Montoriol qui est donc paru aux éditions Albin Michel et qui est donc ma 5e lecture pour le prix du Festival sans nom. Je vais vous lire la 4e pour celui-ci parce qu'en fait j'ai surtout envie de ne rien dire de trop. Savannah, l'incandescente ville de Géorgie, un maire richissime porté au nu par ses habitants mais redoutable et despotique en privé. Une compagne soumise qui ne trouve pas sa place dans cette vie publique fastueuse. Un fils hypersensible, trop fragile pour marcher dans les pas de son père et une belle-fille cynique, surdouée, dont l'intelligence pourrait signer la perte. Dans cette famille, le secret agit tel un venin, semant la mort et le chaos. Ah, gros coup de cœur pour Carolina Reaper, gros coup de cœur pour cette plume très trash, très incisive, très violente, très bestiale par moments. Je suis en présence de personnages à l'ego surdimensionnés où on va... c'est un peu le concours à celui qui ira le plus loin, à celui qui fera la chose la plus horrible, quitte à écraser ses proches les plus précieux. Il va vraiment se passer des choses horribles dans cette maison. Et le gros point fort de ce roman et de ce thriller, ce que j'aime dans les thrillers, que Olivier Norek va savoir faire, que Olivier Ball va savoir faire, c'est ce premier chapitre où tu te dis « Ah, mon Dieu !» où c'est qu'on va, parce que vous voyez en fait c'est le chapitre où tu sais qu'il va se passer un truc horrible et après tu reviens en arrière et tu te dis comment on va en arriver là. Vraiment gros coup de cœur pour la plume. Je l'aurais lu à l'aveugle, j'aurais juré que c'était un homme. Alors, me demandez pas pourquoi. Certainement parce qu'elle va très loin, qu'elle est très trash, que c'est pour moi une plume masculine et que putain, ça fait du bien en fait, que ce soit une femme qui écrit ça. Et j'ai adoré. Elle a écrit Les Taches Rousses l'année dernière, que je me procurerai avec empressement lorsque j'irai au Festival sans nom. J'irai la voir et j'irai lui acheter Les Taches Rousses parce que j'ai vraiment un coup de cœur pour la plume. Pour ce côté très trash, pour cette ambiance si oppressante, si malaisante, pour ces personnages. Tous les personnages sont hyper bien construits, tous les personnages sont hyper bien pensés, que ce soit Church, ce maire absolument formidable qui est en privé et la pire pourriture du monde, que ce soit cette nouvelle compagne qui est complètement soumise, mais pas tant que ça, qui a des secrets, ce fils complètement fracassé et cette belle-fille qui n'a pas envie d'être là. Ouais, tous les personnages sont intelligents, tous les gens qui gravitent autour sont intelligents. Il y a d'autres petits trucs qui viennent s'ajouter à l'histoire principale avec des magouilles, etc. qui sont hyper intelligentes aussi, qui sont malaisantes à souhait. Ouais. Carolina Reaper, c'est un petit piment. Très fort et je vous confirme que c'est très fort. Est-ce que ce sera le grand gagnant pour le festival sans nom? Je ne peux pas vous dire encore, mais il sera dans le top 3 celui-là, j'en suis certaine. Et la dernière lecture, c'est une autre épreuve non corrigée Charleston que j'ai lu sur ma liseuse qui s'appelle La Petite Librairie de Riverside. Je ne l'ai pas tout à fait terminée, on est le 30, il sera fini aujourd'hui je pense, donc voilà, il rentre dans mes lectures de juillet mais je ne l'ai pas tout à fait terminé. C'est une belle brique qui fait environ 550 pages. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est un feel good, vraiment une histoire avec une alternance passé-présent. Je suis très bonne cliente de ce genre d'écriture. Donc voilà, je passe un bon moment à la librairie de Riverside. C'est donc une femme qui habite en Suède et qui vient d'hériter de sa tante qu'elle n'a jamais vue, jamais rencontrée, dont elle a à peine entendu parler, il me semble, d'une librairie à Londres.
cette jeune femme a vécu un drame il y a peu de temps et c'est une femme qui essaye de se reconstruire malgré tout. Et ça l'arrange pas du tout d'aller à Londres. Elle est pas hautaine, hein, elle est très très gentille. Mais ça l'arrange pas du tout. Elle a son entreprise en Suède, il faut qu'elle aille à Riverside, régler ce problème de librairie, aller voir le notaire, etc. Et elle découvre en fait que cette librairie, léguée par sa tante, elle est un petit peu en faillite et elle va essayer de la redresser. Et à côté de ça, on retourne dans le passé et on essaye de comprendre en fait pourquoi sa mère et sa tante donc ne se parlent plus alors qu'elles avaient l'air si proches à l'époque. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne l'ai pas terminé, je peux pas vous donner mon avis complet, je peux vous dire que c'est un livre pour l'instant qui se lit bien. Je pense un poil prévisible, j'ai pas encore lu la fin mais je suis... Bon, c'est dans les tuyaux. C'est un feel good où voilà, ça commence toujours pareil, un personnage fracassé, un problème, une solution. Je pense savoir quelle sera la solution, etc. et quel sera le final, mais c'est un feel good. J'en attends pas plus en fait. Et je passe un bon moment. Voilà, j'ai terminé de vous parler de tous les livres que j'ai lus sur le mois de juillet. Ça fait beaucoup quand même, hein. J'ai beaucoup lu ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup lu. J'ai beaucoup lu ce mois-ci, moi je lis principalement le soir. Et puis par exemple au mois de juin, j'ai quand même pas mal regardé la télé, des séries sur Netflix. Et là ce mois-ci, j'ai quasiment pas regardé la télé, d'où cette pile que je suis parvenue à lire ce mois-ci. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à rebondir sur les livres qui vous font envie, que vous avez lus, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. J'adore échanger avec vous. Comme d'habitude, je vous remercie si vous prenez le temps de liker ma vidéo, de laisser un petit commentaire ou de partager votre instant de visionnage sur Instagram. Et puis voilà, pour mon bilan du mois de juillet. J'espère que ce format vous a plu. C'est pas un format que je referai pour le mois d'août par exemple, hein, parce que je vais reprendre les vlogs. Mais bon, pour revenir un petit peu sur YouTube, je pensais que ce format était plutôt cool. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye!